Le conseil municipal, pardon. Je vais faire l'appel. Alors, il y a des personnes qui sont en retard et d'autres qui sont absentes pour raison maladie. Donc, mais là, on a le quorum. Donc, je suis présente. Frédéric Bréjard. Présent. Édith Bagard a donné pouvoir à Catherine Laurin. Gérald Bardot. Présent. Catherine Laurin. Présent. François Franier est absent. Il a donné pouvoir à Gérald Bardot. Virginie Génaud. Jonathan Auvillers. Colette Mansuy a donné pouvoir à Jonathan Auvillers. Jacques Lamblin devrait arriver plus tard, m'a donné pouvoir en attendant. Marie Viroux, Joël Dissangros, Christian Flavenot, Michel Boesch, Benoît Talot a donné pouvoir à Alexandra Hugo. Pierre-Jean Courbet a donné pouvoir à Michel Boesch. Claude Mailly va arriver en retard également, mais donne pouvoir à Valérie Didier. En attendant, Catherine Duchesne est en retard également, donne pouvoir à Frédéric Bréjard en attendant. Stéphane de Cugis donne pouvoir à Virginie Génaud. Valérie Didier. Caroline Thomas a donné pouvoir à Joël Dissangros. Ludovic Chaumet. Laurie Chochot-Duplessis. Alexandra Hugo. Geoffrey Mérez-Bolo. Nolan Bartel. Pascal Huillier. Anne-Marie Di Marino. Barbara Bertozzi-Bigliolo est absente, elle a donné pouvoir à Anne-Marie Di Marino. Étienne Maire est absent, il a donné pouvoir à Thibaut Valois. Laetitia Saucé et Christelle Viveau est absente. Avant, de démarrer l'ordre du jour du conseil municipal, je voudrais m'exprimer. Voilà, j'ai écrit quelques lignes par rapport aux événements qui se passent actuellement. Donc, je voudrais vous la lire et je vous proposerai de faire à l'issue une minute de silence. Donc, depuis quelques jours, Israël est la cible répétée d'attaques terroristes perpétrées par le Hamas. Aujourd'hui, ces actes barbares ont entraîné, à ce jour, plusieurs milliers de morts. Et face à l'inhumanité d'un terrorisme aveugle et haineux, nous devons faire front avec fermeté contre le terrorisme. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous propose, pour les morts, leurs familles, leurs amis, de faire une minute de silence. Si vous en êtes d'accord, je vous propose de vous lever. Merci. Donc, on va continuer. Donc, on va plutôt démarrer l'ordre du jour. Donc, dans le cadre des communications prises donc, par moi-même, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Non? Bah, écoutez, on poursuit. Ensuite, il y a une petite erreur d'interprétation avant d'aborder le point sécurité. Élection d'un secrétaire de séance. Bah, écoutez, Marie, est-ce que vous êtes d'accord pour être secrétaire de séance? Oui, vous habitez à côté de l'hôtel de ville, vous êtes tous les jours avec nous. C'est pratique. Donc, qui est contre la candidature de Marie Viroux, qui s'abstient? Bravo Marie, vous êtes élue à l'unanimité. Approbation du procès verbal de la séance donc, du conseil municipal de juillet. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques par rapport à cette approbation? Non. Donc on va le voter. Qui est contre, qui s'abstient, il est voté à l'unanimité. Donc maintenant, je vais passer la parole à Frédéric Bréjard, premier adjoint en charge de la sécurité, qui nous fait un point tous les ans sur le point sécurité. Et il n'a pas pu être fait au printemps, donc c'est pour ça que j'ai demandé à Frédéric Bréjard de nous présenter un point sur la sécurité, donc bien évidemment à l'UNEFIP. Donc Frédéric, je te donne la parole. Merci Madame le maire. Alors il va s'agir plutôt d'un point d'information à cette époque de l'année, puisque j'aurai l'occasion de m'expliquer sur un point
définitif en fin d'année prochaine et pour l'année prochaine qui sera là un comparatif entre certains chiffres de l'année 2022 et ceux de l'année 2023. À tout seigneur, tout honneur, Madame le maire, je vais commencer par vous parler de la police municipale. Il faut que vous sachiez que maintenant, il y a 7 policiers municipaux, dont 2 nouvelles recrues ont eu lieu depuis cette mandature. Le premier, M. Marier, en 2022, et plus récemment, Mme Bollardi, en août 2023. Évidemment, ce recrutement important a des conséquences sur la façon dont les policiers vont travailler. Je m'explique. L'amplitude horaire est allongée grâce à la mise en place de 2 groupes de 3 policiers qui permet dorénavant de couvrir les besoins sur le terrain de 7h30 à 18h30 et donc une plus grande présence auprès des Lunévillois. En effet, grâce à ce dispositif, une équipe prend son service de 7h30 à 16h30 et une deuxième équipe prend son service de 9h30 à 18h30. Outre les missions qui leur sont assignées habituellement, et dans le cadre de la convention de partenariat reconduite en 2022, ils travaillent également en étroite complémentarité avec la police nationale, en faisant des patrouilles communes, des surveillances communes, notamment dans les grands événements qui se déroulent à Lunéville. À noter que, Madame le maire, en m'appuyant sur les termes de cette convention, j'ai demandé qu'il y ait lieu prochainement des actions de contrôle, de prévention, de pédagogie et de sanctions dans un deuxième temps, vers les 2 roues, trottinettes dans un premier temps. Vous avez tous constaté que ces moyens de locomotion sont en recrudescence, ce qui est bien dans un premier temps, mais ce qui appelle la vigilance de tous quant à la sécurité. Les jours raccourcissant, il est urgent et vital d'utiliser des moyens de déplacement fonctionnels assurant la sécurité de tous. C'est la raison pour laquelle seront prises en compte les protections, les éclairages, etc. Concernant les locaux de la police municipale, des aménagements de qualité et conformes à la loi et au statut ont été réalisés ces derniers mois, ce qui a permis de dédier le local actuel aux seuls besoins de la police municipale, car avant il le partageait avec un autre service, et de sécuriser dans les règles l'accueil du public qui vient leur rendre visite. Une armurerie à coffre blindé a été créée de manière qu'ils puissent ranger leurs armes en toute sécurité et la praticité du système de vidéoprotection sensiblement améliorée. Les policiers municipaux exercent leur métier dans de très bonnes conditions avec sérieux et détermination. Les axes liés aux objectifs des missions sont fidèles à la feuille de route avec une priorité renforcée pour les écoles et les enfants, le respect des vitesses et du stationnement en ville et la propreté liée aux ordures ménagères. Depuis le début de l'année, on peut retenir, concernant les ordures ménagères, 250 PV, en règle générale à 35 € ou 135 € selon les cas. En 2022, 450 PV ont été adressés pour les ordures ménagères. Pour les contrôles de vitesse, à l'heure actuelle, pour cette année, 198 PV ont été adressés à raison de 90 € pour la majorité de ces PV-là et 1 point en moins, plus précisément dans la zone 30. Bien entendu, on ne tient pas compte des demandes d'indulgence qui peuvent être, si elles le souhaitent, par les personnes directement au commissariat de police. Le stationnement pour cette année jusqu'au 1er octobre, 1868 PV ont été dressés, en règle générale des PV à 35 €, voire 135 pour stationnement gênant. Hélas, dans l'exercice de leur mission et intervention journalière à effectuer, le chef de service Malik Boulfrak note une recrudescence des incivilités et injures à l'encontre de lui-même et de ses collègues municipaux, qui se traduit par des rapports qu'il rédige et qu'il transmette au procureur de la République avec à chaque fois, comme je les invite à le faire, dépôt de plainte.
Au même titre que le commandant Gozaï, qui effectivement valide ces procédures, nous soutenons, Madame le maire, cette démarche qui permet la condamnation d'auteurs de faits inacceptables. Pour aider la police municipale, nous avons mis en place des gardes particuliers pour qu'ils puissent appuyer la police municipale et faire face aux situations d'incivilité, de dégradation de l'espace public, déjections canines et autres ordures ménagères en ville. Une brigade de 9 agents de la ville, tous volontaires, a été mise en place cette année, le 17 janvier 2023, jour où ces derniers ont prêté serment. Ces agents du domaine public, espaces verts, parcs et jardins, travaux, voiries, sont habilités à intervenir dans le cadre de leur mission en verbalisant si besoin est des contrevenants qu'ils auraient surpris en train de commettre des infractions. Je précise qu'ils insistent particulièrement sur le volet préventif et pédagogique. À ce jour, ils n'ont d'ailleurs dressé que 6 PV. Concernant la police nationale, elle a obtenu une mise à jour de ses effectifs de 6 postes et reste en attente de 2 postes supplémentaires. La demande très appuyée et suivie de la part de Mme Paillard, du député Bazin et de moi-même par courrier récurrent au ministère de l'Intérieur a permis ces avancements. On garde bon espoir, Madame le maire, pour que l'effectif soit intégralement complété dans les semaines qui viennent. Cependant, du fait du passage à un nouveau dispositif de fonctionnement dit binaire, que les agents du commissariat ont accepté, il s'agit d'avoir 2 groupes de travail, 6h, 18h et 18h, 6h, le commandant de police a pu mettre en place, depuis le 2 octobre de cette année, non plus 1, mais 2 patrouilles de nuit, tout en maintenant une équipe de nuit présente au commissariat. Il va de soi que ce dispositif va permettre de doubler la réponse aux interventions diverses et d'effectuer des contrôles plus larges et plus fréquents sur notre secteur, répondant ainsi à une demande des citoyens pour des faits nocturnes comme en journée. Je rappelle, Madame le maire, et vous le savez, que nous avons des demandes récurrentes dans nos réunions de quartier et que c'était un bon moyen aussi de pouvoir y répondre. Et déjà, pour ça, j'ai eu l'occasion de remercier le commandant. Depuis la mise en fonction de ce dispositif de patrouille doublée, 15 délits routiers ont été relevés, en plus de ceux qu'on aurait pu relever habituellement, pour refus d'obtempérer, conduite sous l'emprise de stupes, etc. Des contrôles auront lieu toutes les semaines, en fin de soirée et la nuit. Parallèlement à ce dispositif, le commandant a instauré un pôle victime qui, chargé de recevoir tout type de plainte, est géré et pris en charge dorénavant par 2 gardiens de la paix, 2 femmes, au lieu d'un seul comme précédemment. Il s'agit d'être bien plus disponible et efficace pour l'accueil des victimes, pour leur écoute, de la réception des plaintes au suivi des dossiers. Enfin, une cellule STUP se consacre pour l'essentiel exclusivement aux affaires de drogue avec pertinence. Ces changements et nouvelles organisations semblent créer une véritable dynamique au sein du commissariat, comme j'ai pu m'en rendre compte, et surtout au sein de son activité, au service des habitants de la circonscription de Lunéville. Je vous rappelle que les objectifs et les challenges sont de taille dans un contexte difficile où les incivilités et les violences intrafamiliales progressent. Quelques chiffres reflètent cette situation depuis le début d'année. Violence aux personnes, plus 5%, atteinte aux biens, plus 4%, et les affaires IRAS, qui sont des affaires qui sont directement traitées en interne par la police, sans qu'il soit nécessaire de dépôt de plainte, dont le trafic de stupes représente essentiellement la grande majorité, plus 12%. Depuis le début d'année, on note à ce jour 1216 plaintes et 278 mises en garde à vue. En matière d'efficacité, le taux d'élucidation sur les faits, notamment de voie publique, vol avec effraction, violence familiale et intrafamiliale, est de 41%. Il est intéressant de comparer au taux bien inférieur de la même strate,
qu'on appelle Strat 7 à l'heure actuelle, qui référencie 20 villes françaises, mais dans tout l'Hexagone, comme Orange, Lannion, Célestat, etc. C'est sur ces comparatifs-là que le ministère souhaite maintenant comparer les problématiques des polices et les résultats. J'indique ici que la coupure de l'éclairage public nocturne municipal n'a pas montré d'incidence en termes de sécurité. J'avoue que j'en suis particulièrement heureux parce que je rappelle que moi-même, à l'époque, je vous avais mis doute, enfin, en tout cas, j'avais émis quelques réserves sur ce qui pouvait se produire par la suite, dont acte. Concernant l'informatique et la vidéoprotection, nouvellement recruté au poste de chef de service informatique, M. Benemissi, qui est parmi nous depuis quelques mois, est en train de faire un point de situation complet à notre demande sur le parc de caméras de vidéoprotection disponibles. Il s'agit d'en revoir les emplacements dédiés, la qualité, le fonctionnement et la maintenance. Après l'étude exhaustive du matériel, nous envisageons un redéploiement, si nécessaire, de certaines caméras sur des endroits jugés plus pertinents en fonction des sollicitations de la police. Je rappelle qu'il n'est absolument pas dans l'idée d'étendre le parc, mais de faire en sorte qu'il soit encore plus efficient et parfaitement opérationnel. Comme nous l'avons fait savoir depuis plusieurs années maintenant, les budgets alloués servent en priorité à la rénovation et à l'entretien du dispositif actuel. Il en va de même quant à la gestion des écrans disposés dans le CSU et au commissariat, qui doit être rigoureuse pour être efficace. Si jusque-là, Madame le maire, je vous ai parlé beaucoup des polices, je veux également vous faire remarquer ici que la gendarmerie nous sollicite très régulièrement afin d'obtenir des extractions vidéo lui permettant légalement d'instruire ses affaires en cours. Les liens que nous entretenons ensemble sont précieux et les services rendus le sont toujours au service des citoyens. La gendarmerie est un partenaire indispensable qui peut compter sur l'aide et l'appui de la police municipale en la matière. Également à nos côtés, je souhaite associer les sapeurs-pompiers pour la force de leur engagement auprès des populations. Ils nous ont confié récemment, Madame le maire, lors d'une visite de la caserne de Lunéville, leurs problématiques qui n'affectent cependant pas leur volonté de servir, qu'ils soient de métier ou volontaires. Eux aussi sont très sollicités, pas toujours à bon escient. Effectivement, leurs sorties se multiplient, mais ils préfèrent effectivement garder un temps précieux pour eux dans le cadre d'interventions, de feux et d'accidents qui les concernent au préalable et en premier chef. Pour finir, je veux absolument, Madame le maire, inclure dans la liste des partenaires bon nombre de personnes qui individuellement ou dans leur travail participent à la sécurité des lignes du territoire par des actions de prévention de la délinquance. De nombreuses associations œuvrent dans ce sens, et notamment Jeunes et Cités, qui font un travail remarquable dans les QPV. Je sais, Madame le maire, que vous les avez rencontrés, que vous allez à leur contact et que vous les soutenez, avec force. Si, lors des derniers événements tragiques en France, les centres-villes et banlieues, villages, ont été terriblement impactés, sauvagement dévastés et pillés dans un climat de violence inouïe et folle, Lunéville, en comparaison, n'a rien eu à déplorer. Ces acteurs, ils sont aussi pour beaucoup, et nous pouvons les remercier chaleureusement. Voilà, mes chers collègues, ce que je voulais porter à votre connaissance. Comme vous l'avez compris, il s'agit dans un premier temps d'un point d'information et non réellement d'un bilan qui viendra en son temps. Je vous prie de croire que les rapports entretenus entre tous ces acteurs de la sécurité publique sont de très bonne facture, car basés sur la confiance et la transparence des actions menées. Les liens réguliers que j'ai avec tous et cette confiance réciproque sont de nature à nous rassurer sur les missions exercées avec sérieux, efficacité et détermination. Nous nous devons de les soutenir, Madame la maire, et de les aider à exercer leur profession sereinement dans le cadre de nos compétences et de nos moyens. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Frédéric.
Est-ce que vous avez des questions ou des remarques concernant l'intervention de Frédéric Bréjard sur la sécurité, sur les liens qu'on a avec nos partenaires? Enfin, alors, je crois que Madame Di Marino a levé la main avant vous. Enfin, je vous donne la parole, Madame. Merci, Madame le maire. Alors effectivement, j'entends bien qu'il s'agit d'un point d'information. Et Monsieur le Premier adjoint, vous avez donc survolé un peu les différentes plaintes, les différents types de plaintes qui ont été déposées au cours de cette année. Vous avez parlé assez rapidement, oui, des violences intrafamiliales et familiales. Vous indiquez qu'il y a un pôle victime qui a été spécialement créé, je crois. Est-ce que vous avez des retours? Enfin, est-ce qu'on sait, ou alors peut-être vous nous l'indiquerez plus tard, sur ce que représentent ces violences, ce type de violences intrafamiliales et familiales. Vous indiquez que vous travaillez aussi avec un certain nombre d'associations. Qu'est-il fait au niveau de la mairie de ces violences, pour prévenir plus exactement ces violences intrafamiliales, qui sont quand même très importantes, au-delà des délits routiers, etc. Qu'est-ce qui est mis en œuvre? Quelles sont les perspectives à ce niveau-là? J'entends pour ma part certaines personnes qui se présentent au commissariat et qui considèrent qu'en qualité de victime, elles n'ont pas encore cette écoute, les personnes sont renvoyées chez elles, etc. et qui interpellent. Ce sont des choses qui interpellent. Est-ce que vous avez eu vent de ceci? Est-ce qu'il y a un travail qui est fait? Parce que ce qu'on entend aussi de manière officielle, c'est qu'il y a une attention toute particulière qui est faite auprès des victimes de violences. Est-ce que vous avez des retours? Est-ce qu'il y a une amélioration? Quel type de travail est fait? Je crois que ça touche un grand nombre de la population de Lunéville. Et au-delà de la sécurité, il y a aussi un volet prévention, notamment dans ce domaine-là. Qu'en est-il? Alors, on va dérouler toutes les questions, puis on répondra globalement peut-être. Monsieur Valois avait levé la main également. Donc, oui, merci. Bonsoir à tous. Merci pour ces informations détaillées. C'est vrai qu'on a, vous avez insisté beaucoup au début de votre présentation sur le renfort des moyens humains de la police municipale. C'est pour nous de longue date un sujet absolument prioritaire. Vous trouverez bien volontiers en soutien de cette démarche de renfort des moyens humains. Parce qu'on le voit bien, l'enjeu il est aussi dans la présence régulière, permanente, à différents moments de la journée, de la nuit, du week-end, de différentes façons pour à la fois être dans le message de rappel à la loi, de prévention, mais aussi effectivement, vous l'avez dit, de verbalisation le cas échéant. Moi, je voulais revenir en complément de ce que ma collègue Anne-Marie Marino a pu poser comme question. Je voulais revenir sur l'enjeu de la propreté en ville. Il y a quand même, vous l'avez évoqué, de nouveaux agents publics assermentés pour dresser des procès-verbaux, y compris donc dans d'autres services que la police municipale. On a bien entendu ça. Néanmoins, on a un constat assez déplorable de l'état, notamment du centre ancien, au regard des dépôts d'ordures et de dépôts sauvages d'encombrants. Je pense qu'à un moment donné, il y a quelque chose vraiment particulier à entreprendre sur ce sujet-là dans notre ville. Enfin, on a quand même une vraie problématique qui s'installe, qui devient finalement quelque chose de presque banal, presque banalisé. Enfin, les rues de la vieille ville sont systématiquement emplies de déchets ménagers qui traînent, déchets autres qui traînent, souvent à côté des bacs dédiés à cet effet. Voilà, moi, je pense qu'il y a quand même une vraie problématique, et dans votre bilan, enfin, peut-être ça ne ressort pas suffisamment ce qu'on peut entreprendre pour que cette situation change. Et puis, une deuxième question sur le sujet de la circulation. On a entendu la problématique de la vitesse. Moi, je voulais savoir si vous envisagiez des mesures pour le contrôle du bruit excessif
qui effectivement est l'objet en général de véhicules à moteur. Hein, et c'est vrai qu'on a beaucoup de nos concitoyens qui nous interpellent régulièrement pour dire c'est quand même dommage qu'à Lunéville, on soit systématiquement pollué de manière sonore par des véhicules intempestifs. Bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions par rapport au sujet qu'a développé Frédéric Béjart? Non? Oui, monsieur Huguet. Bon, bonsoir à tous. Bon, j'ai juste une question parce que j'accueille avec satisfaction le fait qu'on ait pu recruter dans la police municipale, mais est-ce qu'il n'y a pas eu par ailleurs quelques démissions? C'est juste une question. Ok. D'autres remarques ou d'autres questions? Non? Alors je te propose. Tu veux que je commence? Ouais, ok. Oui, je vais tâcher de commencer en partie. Pour répondre d'abord à M. Luguier, non, il n'y a pas eu de démission. Il n'y a pas eu de démission dans la police municipale. Voilà, je vous réponds très sincèrement. Voilà. Pour répondre à Mme Di Marino, effectivement, le type de violence dont j'ai parlé, familiales, sont surtout des violences intrafamiliales pour lesquelles les services sont amenés à entrer dans les familles et tenter de résoudre les problèmes qui sont rencontrés et signalés. C'est vrai que il y a quand même beaucoup de services qui existent qui peuvent le faire. Le commandant d'ailleurs m'en parlait à juste titre, mais c'est devant aussi la recrudescence de cette violence qu'on constate, hélas, tous les jours, qu'il a décidé, en pleine conscience, et je trouve que c'est très bien, justement, de changer l'accueil réservé aux victimes. Mais ce changement, il est fait là. Voilà, il est très récent. Mais très honnêtement, dès l'instant où j'aurai des retours, je vous les ferai parvenir, Mme Di Marino, il n'y a pas de problème. Mais vous aviez soulevé le problème, on le connaissait, effectivement. Ce n'était pas toujours facile pour une personne, parce que c'était un agent de la paix qui se chargeait de la prise de plainte, et c'était un homme, et c'est la raison pour laquelle deux femmes seront peut-être plus à même pour recueillir effectivement des témoignages particuliers, vous pouvez bien comprendre. Et ça va de soi qu'avec une personne qui n'était pas en plus forcément toujours là, présente, dédiée au service, ça pouvait poser des problèmes. Donc là, on est parti pour tenter de le résoudre. Voilà ce que je pourrais vous dire sur le sujet. Quant à M. Valois, il me semble avoir dit que les gardes particuliers ont un rôle parce qu'ils sont sur le terrain, ils travaillent, ils voient les choses, et ils ont surtout un rôle préventif et un rôle pédagogique. J'insiste là-dessus quand même. Vous voyez, eux, ils n'ont pas de GVE, de PV électronique pour verbaliser. Ils font un rapport à monsieur le procureur de la République. Voilà. Il faut bien savoir qu'ils sont en appui parce qu'on rencontre des difficultés prégnantes sur ces types d'incivilités. C'est la raison pour laquelle ils ont été volontaires pour faire partie de cette brigade. Voilà. De la même manière, quand on aura un bilan un peu plus lointain, on vous le communiquera et puis on pourra rediscuter de cette brigade. Bien, merci, monsieur le premier adjoint. Moi, je voudrais quand même rappeler quelque chose qui me semble essentiel, même si, bien évidemment, tout n'est pas parfait, mais dans l'exposé que Frédéric Béjart a fait, c'est que la ville de Lunéville a un taux inférieur à la strate des mêmes villes en termes de sécurité. Alors, bien évidemment, tout n'est jamais parfait, mais je pense que c'est quand même un point essentiel qu'il faut rappeler. On n'est pas en insécurité à Lunéville, même si on peut avoir le sentiment parfois de ne pas être bien pour des raisons personnelles. Mais ça, c'est important, il faut le rappeler. Le deuxième point qui me semble important de rappeler également, c'est que je vous rappelle que la police, c'est un devoir régalien de l'État. Il y a quelques années, moins de 20 ans maintenant, les collectivités, dont la nôtre à l'époque, et ce n'était pas notre majorité, c'était Mme Di Marino était adjointe à la culture à l'époque, la police municipale a été créée.
Parce que, tout simplement, et ça, je pense que ça a été le début d'ailleurs de la désaffection de l'État dans certaines communes, parce qu'il y avait de moins en moins de policiers nationaux et que, de fait, il fallait que les communes réagissent. Donc ça, c'est quand même important de se rappeler que les polices municipales, c'est récent et que, normalement, c'est une fonction de l'État, hein, la police, je vous rappelle. Frédéric Bréjard l'a dit, c'est plus de postes qui ont été créés avec une réorganisation des services. Et l'idée, c'est d'avoir la police municipale, mais tu l'as très bien dit, de 7h30 à 18h30, hors vacances scolaires, pour avoir une présence à l'entrée des écoles, à la sortie des écoles, parce que quand les personnes démarrent à 8h, le temps qu'ils se préparent, qu'ils changent, parce qu'ils ont un uniforme, ils ne pouvaient pas être à 8h05, 8h10 pour faire la rentrée des écoles. Et maintenant, il y a un planning de fait pour qu'ils puissent assurer, à tour de rôle, bien évidemment, entre autres, la sécurisation des écoles. Je reviendrai aussi qu'on s'est battu vraiment fort tous les deux et avec Thibault Bazin pour obtenir des policiers supplémentaires, ce qui fait que, et ça c'est important, il y a des patrouilles supplémentaires dans la ville tous les jours, toutes les nuits. Et ça c'est important de le signaler parce que ça rassure aussi nos concitoyens. Et puis, concernant je cherche le terme, les trottinettes, excusez-moi, j'ai signé un arrêté, parce que ça, on ne le sait pas forcément tous. Les trottinettes sont interdites sur les trottoirs. Il faut absolument avoir un blouson, quelque chose, bande réfléchissante pour qu'il puisse être vu. Et puis, le port du casque est particulièrement conseillé pour les adultes. Et là, on a été au bout de ce que la loi nous autorisait par rapport aux trottinettes. Ça, c'est également important de le savoir parce que et je le rappelle, j'en profite qu'on est filmé, je le rappelle à toutes les personnes qui utilisent des trottinettes. Sur l'éclairage public, c'est vrai que c'était une de nos craintes. Quand il y a un an, on a décidé en nuit noire, etc. Et puis, en fait, c'était dans l'été, le fameux week-end de juillet, la police nationale nous a demandé, l'État d'ailleurs, globalement, nous a demandé de rallumer les lumières quand il y avait les événements que Frédéric vient de parler. Et en fait, on a laissé les lumières une huitaine de jours, le temps que les émeutes se calment. Et j'ai eu un nombre incalculable de mails, de coups de fil, de coups de téléphone, à mon secrétariat, de nos concitoyens qui demandaient de rééteindre les lumières parce que, de fait, il n'y avait plus de regroupement le soir après 23h dans certains quartiers. Et le fait qu'à 23h, il n'y avait plus de lumière, les parents, j'imagine, faisaient rentrer plutôt leurs enfants plutôt que de les laisser avec les copains dans les quartiers, ce qui peut arriver en été. Donc c'était drôle parce que nous, on a craint au début. Et en fait, on nous a demandé de réteindre ce qu'on avait prévu, bien évidemment. Mais je vous donne l'anecdote parce que c'est important de le signaler. Concernant les ordures ménagères, alors je ne peux être que d'accord avec vous, je suis effarée de la gestion de ce dossier. Je suis d'autant plus effarée qu'on fait des comptages et que la semaine dernière, alors on ramasse, je l'ai dit, je le redis, entre 4,5 tonnes et 5 tonnes depuis des mois par semaine. Donc c'est des personnes de la ville. Et la semaine dernière, on a ramassé 9 tonnes. Donc, ce qui veut dire que c'est une catastrophe. Ce qui veut dire que les gens n'ont toujours pas leur badge, que leur badge ne fonctionne pas, ou j'en sais rien. Mais en tout cas, et là maintenant, je commence à accumuler un certain dossier. Effectivement, il y a des gens de bonne foi qui veulent aller au container, qui ne fonctionne pas ou qui est rempli, etc.
Donc là, moi, on en a parlé à maintes reprises, je ne veux pas revenir là-dessus ce soir, mais c'est un vrai souci. Et rassurez-vous, je ne baisse pas les bras. Mais moi, j'en ai assez, et les employés de la ville aussi, hein, qu'on soit clair, parce qu'il y a d'autres choses plus intéressantes à faire que de ramasser les ordures ménagères. Malheureusement, on y est contraint. Mais on ne peut pas faire le reproche à la ville parce qu'il y a un système qui ne fonctionne pas et qu'il y a surtout des gens qui sont pas propres, quoi, pour être clair. Hein. Donc on remet des panneaux jaunes, vous avez dû le voir dans la ville. Hein, on fait des planques, hein, parce que c'est ça aussi, il faut quand même le dire. Hein. La police municipale fait des planques à des endroits stratégiques qu'on connaît. Le week-end également, le dimanche, enfin le samedi et même le dimanche. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a ce résultat-là. Et parce qu'il faut, je vous le rappelle, qu'on prenne, j'ai bien employé l'expression, c'est la main dans le sac. Hein. Si on ne trouve pas la personne qui dépose son cas, on ne peut pas sévir. Donc c'est pour ça qu'on insiste. Je ne baisse pas les bras, mais on ne peut pas me reprocher que la ville est sale avec tout ce qui est employé comme moyen et que ce soit tous les services qui sont sur le pont. Hein. Je parle de la police parce qu'on est sur le dossier sécurité, mais les services techniques, on a mis en place des gardes particuliers, donc ce qui veut dire qu'il y a 8 personnes aux services techniques, aux espaces verts, qui travaillent leur heure de travail habituelle. S'ils voient quelqu'un, ils sont capables, ils sont capables techniquement, et ils doivent mettre un PV à la personne. Donc on multiplie les actions. Donc, on va continuer à multiplier les actions et on va tout faire pour que ce souci se régularise une bonne fois pour toutes. Bah oui, tu peux ajouter. Oui, je voudrais, en parallèle de ça, je voudrais ajouter, mais je pense que vous l'avez déjà constaté, que qu'hélas, une ville qui est sale attire la saleté et attire des gens de l'extérieur qui viennent mettre leurs poubelles. Je vous assure que, au vu des sacs qu'on ouvre et qu'on voit, on a verbalisé des gens des communes avoisinantes, et pas qu'un. Donc, ça aussi, c'est la vraie problématique. Parce que, on le dit à chaque fois, hein, on est plus anonyme dans une ville comme Lunéville que dans un village où il y a 100, 150 maisons. Donc, du coup, voilà. Je vous redonne la parole si vous voulez. Allez-y. Oui, merci. Et sur ce sujet précisément, il y a deux choses que je voulais exprimer. Premièrement, vous évoquiez avec satisfecit le fait que l'éclairage public éteint après 23 heures ne provoquait pas de recrudescence, en tout cas de dépôt de plainte. Donc, ça, j'ai bien entendu et volontiers. Par contre, moi, j'ai régulièrement des interpellations de nos concitoyens qui nous disent que ce dépôt sauvage d'ordures se fait après 23 heures, quand on est tranquille dans le noir. Enfin, c'est des choses régulières qui se font de cette façon-là. Alors, c'est pas forcément vrai et c'est pas systématique, on est d'accord, mais ça participe. Mais ça, c'est le premier point sur la nuance que pour apporter à la problématique d'éclairage public. Mais la deuxième chose, c'est, vous l'avez dit, sur la problématique dysfonctionnement de ces bacs enterrés. C'est pas admissible qu'au bout de 2 ans et demi, je crois, que ces bacs sont censés être opérationnels, il y ait encore des dysfonctionnements. Donc, moi, je vous interpelle là aussi en tant que interlocuteur privilégié de la communauté de communes sur le sujet. Je pense qu'il y a quand même vraiment des mesures à prendre dans le lien avec la communauté de communes sur ce registre précis. On peut pas admettre que ça continue à dysfonctionner. J'aimerais bien que vous soyez aussi sévère en communauté de communes quand je parle des traitements des ordures ménagères qui ne fonctionnent pas et que vous... Non, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et que vous me souteniez quand j'insiste que le système ne fonctionne pas. Vous ne prenez absolument pas la parole dans ce cas-là. Vous êtes plutôt au contre me dire que ça fonctionnerait. C'est totalement faux. Enfin, à chaque fois qu'on a parlé du fonctionnement des bacs enterrés, je souscrivais pleinement à la problématique. Écoutez, je le note pour la prochaine fois, mais jusque-là, vous ne l'avez pas fait. Bien, je pense qu'on a fait le tour, donc c'était juste une information.
Donc, on va continuer à dérouler le conseil. Mais par contre, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Je voudrais vous présenter Céline Roitel, qui est derrière moi. C'est pour ça que je vous ai oublié, Céline, qui est stagiaire cadre et qui accompagne nos directeurs pendant un mois, donc, et qui a souhaité participer au conseil municipal. Donc, merci de votre présence. Et puis, excusez-moi pour cet oubli du début de séance. Donc, on va continuer, pardon. Donc, la délibération suivante concerne les finances. Donc là, c'est l'adoption du règlement budgétaire et financier. En fait, je pense que vous en aviez pris connaissance, c'est une obligation légale d'adopter un règlement budgétaire et financier dans le cadre du changement qui s'appelle M57 au 1er janvier 2024. Donc, en fait, ce règlement, il est écrit, on officialise ce que l'on fait depuis des années, c'est-à-dire, entre autres, quelque chose qui est simple, hein, qu'on connaît tous par cœur, le calendrier budgétaire. On sait qu'à Lunéville, depuis des années, on passe le DOB en novembre et le budget en décembre. Bah, c'est un exemple que je vous donne, qu'on connaît tous et qui est assez simple dans l'explication. Je vous invite à le lire, hein, parce que c'est, je ne sais plus quelle expression avait donné Frédéric au Conseil des finances, mais c'est très intéressant et ça reprend des éléments qu'on connaît tous à force d'être élus, mais ça peut vous éclairer certains qui ne connaissent pas forcément le système. Est-ce qu'il y a des questions ? Je ne pense pas. Donc, le conseil municipal, après avis de sa commission des finances, adopte le règlement budgétaire et financier joint en annexe de la présente délibération. Donc, qui est contre, qui s'abstient, il est adopté à l'unanimité. L'autre délibération concerne toujours les finances avec la fixation du mode de gestion des amortissements et des immobilisations. Alors, vous l'avez également certainement lu aussi, donc ça concerne également l'application de la nomenclature M57 à partir du 1er janvier 2024. Il y a quelque chose qui change essentiellement, en fait, c'est sur le calcul des amortissements. Hein, avant, c'était une année pleine. Là, c'est à partir de la mise en service du produit ou de la machine que l'amortissement sera calculé. Et après, vous avez la durée des amortissements qui est annexée à la délibération. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette délibération technique ? Non. Donc, je vais vous lire le projet de délibération. Donc, le conseil municipal, après avis de sa commission des finances, donc fixe les seuils et la durée d'amortissement prévue dans l'annexe, adopte la méthode de l'amortissement linéaire au prorata temporis à compter de la mise en service pour les biens acquis à compter du 1er janvier 2024, à l'exception des bains de faible valeur qui restent amortis sans prorata temporis. Précise que, dans le cas particulier où plusieurs mandats viendraient se cumuler sous un numéro d'inventaire, en cas d'éclatement des factures d'un bon de commande, la date retenue sera celle du dernier mandat. Donc, qui est contre cette délibération, qui s'abstient, elle est votée à l'unanimité. Affaires scolaires, écoutez, je vais donner la parole à Jonathan Auville. Merci Madame le maire. Avant d'évoquer la délibération, et si vous me le permettez, je voudrais juste parler quelques instants des effectifs constatés à la rentrée. Normalement, vous avez tous reçu par mail le traditionnel cahier des effectifs courant de la semaine dernière, donc qui permet de constater les effectifs dans les écoles publiques de Lunéville. Et je pense que vous avez tous noté une augmentation de nos effectifs, particulièrement en maternelle, où on a plus 21 élèves par rapport à l'année dernière, ce qui nous fait une augmentation de 3% du nombre d'élèves scolarisés dans les écoles publiques de Lunéville. Et à contrario, au niveau départemental, on constate une baisse de 3% des élèves dans l'ensemble des écoles du département. Voilà. Si vous avez des questions ou des éléments complémentaires sur ce
le cahier des effectifs, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je tenterai de vous apporter les réponses les plus claires. Si je reviens à la délibération qui nous intéresse ce soir, donc depuis 2019, la ville a doté les écoles qui le souhaitent d'un espace numérique de travail, en l'occurrence c'est Rouen à Lunéville, à la demande de l'Éducation nationale, parce que ça rentre dans le socle des moyens numériques à mettre en place. Cet espace numérique de travail est un facilitateur des échanges entre les élèves, les parents et la communauté éducative. À ce jour, 8 écoles ont demandé à l'accès à cette ENT. Aujourd'hui, à la demande du service du rectorat, il est demandé à Madame le maire de signer la convention cadre ci-jointe afin de tenir compte, d'une part, des obligations à la RGPD, le Règlement général de la protection des données, et d'autre part, de la mise à disposition de nouvelles ressources numériques aux enseignants et aux élèves par l'Éducation nationale par cette plateforme. Il est précisé que le cadre de l'accompagnement du projet ENT, l'Académie de Meurthe-et-Moselle, contractualisera avec l'éditeur qui devra mettre en place le gestionnaire d'accès aux ressources, ou CAR, et sécuriser les échanges sans coût supplémentaire pour la collectivité. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver la convention cadre de partenariat relative à l'utilisation de l'ENT dans les écoles publiques avec le recteur d'académie et autoriser Madame le maire à la signer. Donc, le projet de délibération, le conseil municipal, après avis de sa commission ASALP, approuve la convention cadre de partenariat relative à l'utilisation de l'ENT dans les écoles publiques avec le recteur d'académie, autorise Madame le maire à la signer. Merci Jonathan. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette délibération? Oui, Laetitia. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci Madame le maire. Je voulais juste profiter de cette délibération avec votre autorisation pour rendre hommage à Paulette Lescarcel qui nous a quittés courant du mois d'août. Paulette a été mon institutrice de CE1, comme celle de centaines d'élèves lunévillois. Une institutrice pas tout à fait comme les autres, puisque nous l'appelions par son prénom et la tutoyions, qui n'empêchait en rien le respect et l'admiration que nous lui portions. Paulette faisait ce métier par vocation et avait à cœur de nous transmettre des valeurs essentielles, celles de la République, du partage, de la tolérance et de l'entraide. Paulette avait confiance en ses élèves et a su nous guider à travers la transmission de connaissances en étant pédagogue et bienveillante en toutes circonstances. Nous savions tous que sa porte nous était ouverte, que l'on soit encore en CE1 ou bien plus âgé, et nous ne l'avions pas oublié comme nous n'oublierons pas notre maîtresse de CE1. Merci, merci Laetitia. Alors, on en a parlé cet après-midi, ça me touche aussi particulièrement parce que c'était non seulement aussi mon institutrice de CE1, donc un petit peu plus longtemps que vous, et surtout c'était une grande amie de la famille, donc de ma famille. Donc merci, merci pour elle et merci pour Claude, pour Anne et Katou aussi. Merci. Revenons à la délibération, Jonathan. Est-ce que vous avez des questions concernant cette délibération, des remarques? Non. Eh bien, écoutez, on peut la voter. Qui est contre, qui s'abstient, elle est votée à l'unanimité. La délibération suivante concerne les sports. Et donc, je vais laisser la parole à Gérald Barthes. Merci, Madame le maire. Donc, la première délibération concerne une subvention exceptionnelle pour le football club de Lunéville. La ville de Lunéville, dans le cadre de sa politique de promotion de son image et de l'attractivité de son territoire, souhaite encourager et soutenir la vie associative en apportant une aide financière aux associations sportives ayant un véritable projet de développement. Le FCL bénéficie d'une convention d'objectifs et de moyens depuis septembre 2016, en plus de sa subvention de fonctionnement. En raison de la rétrogradation de son équipe première en deuxième division, c'est-à-dire en régionale 2, à l'issue de la saison 2021-2022, le montant de la subvention allouée au FCL en 2023 avait été diminué de 10 000 euros. Grâce à la bonne saison réalisée en 2022-2023, l'équipe première a retrouvé l'élite régionale et évolue désormais en première division régionale.
C'est pourquoi il est proposé le versement d'une subvention exceptionnelle de 10 000 euros afin que le FCL puisse retrouver un subventionnement identique à la saison 2021-2022, soit 31 000. Merci, merci Gérald. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette délibération? Il n'y en a pas. Donc, je vous propose, Joël, je pense que tu participes pas au vote. OK. Donc, Joël Dissengro participe pas au vote. Donc, qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Elle est votée à l'unanimité. Merci, Gérald. T'as pas lu le projet de livre? Si, tu l'avais lu. On vient de voter. Sport toujours. Donc, tu continues. Merci. Donc ça concerne aussi des subventions à des clubs sportifs. La première, c'est l'ESLS, qui organisera des tournois futsal à disposition à destination des jeunes et des seniors. D'abord, un tournoi rassemblant une soixantaine d'enfants au gymnase Mimoun le 13 décembre. Puis pour la 40e, c'est assez important, 40e édition, le challenge Pierre Marché, avec 3 soirées consacrées aux éliminatoires le 27 et 28 décembre 2023 et le 4 janvier 2024. Et la finale le dimanche 21 janvier 2024 au complexe sportif Charles Bert, rassemblant 24 équipes, soit près de 240 joueurs. Afin de faire face aux frais d'organisation de ces manifestations, le club sollicite une aide financière de la ville. Le budget prévisionnel de ces manifestations s'élève à 2 150 euros. La commission propose une subvention de 500 euros pour ces tournois futsal. La deuxième concerne les sports canins. Le club Canicross de Lunéville, créé depuis l'année, souhaite proposer à 15 de ses membres une formation aux gestes de premier secours sur les chiens. La formation aura lieu à Lunéville. Sur une journée, le budget prévisionnel de cette formation s'élève à 700 euros hors taxes. Pour encourager le développement de cette discipline, il est proposé de verser une aide exceptionnelle de 250 euros. J'ajoute qu'ils n'ont pas de subvention de fonctionnement et qu'ils ont un peu plus d'un an d'existence. 3. Le cercle d'escrime de Lunéville. La ville de Lunéville, toujours dans le cadre de sa politique de promotion et de son image, souhaite encourager et soutenir la vie associative en apportant une aide financière aux sportifs participant à des compétitions internationales. Carole Charrois, sportive du cercle d'escrime de Lunéville, participera au championnat du monde vétéran à Daytona Beach, Floride, du 11 au 16 octobre 2023. Le club support sollicite une aide financière pour faire face aux dépenses, dont le montant prévisionnel s'élève à 1 737,53 euros. Il est proposé d'octroyer une subvention, c'est un encouragement, de 200 euros. En contrepartie, le logo de la ville devrait être apposé sur la tenue et le matériel. Merci Gérald. Continue. Je vais vous lire le projet de délibération. Le conseil municipal, après avis de sa commission jeunesse et sport, décide d'attribuer 500 euros à l'ESLS, 250 euros au sport canin lunévillois, 200 euros au cercle d'escrime de Lunéville. Je précise que le versement de ces subventions est conditionné à la présentation d'un bilan auprès du service des sports. Je vous fais grâce du chorus. Oui. Merci Gérald. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques concernant cette délibération? Non? Je pense qu'on peut encourager, au moins moralement, Carole Charrois, parce qu'en ce moment, elle concourt. Donc, j'espère qu'elle nous ramènera une médaille. Bien, donc on va voter. Qui est contre, pardon, qui s'abstient. Donc, cette délibération est votée à l'unanimité. Eh bien, sport, intervention donc, dans les sportifs scolaires, toi qui continues. Eh bien, vas-y. Merci. Oui, c'est habituel, c'est une convention d'intervention sportive scolaire.
On souhaite toujours la promotion de la pratique des activités sportives dans les écoles primaires de la ville. Pour cela, il est décidé de financer des cirques de découverte qui seront proposés par des éducateurs diplômés, c'est important, diplômés des clubs locaux, et après validation des projets par l'éducation nationale. En contrepartie, il est proposé d'indemniser les clubs à hauteur de 30 € de l'heure d'animation. Cette convention jointe à cette délibération fixe notamment les modalités financières. Elle sera signée avec les clubs locaux concernés pour l'année scolaire 2023-2024. Je vous lis le projet de délibération. Oui, vas-y. Hein. Le conseil municipal, après avis de sa commission jeunesse et sport, autorise Madame le maire à signer les conventions pour l'année scolaire 2023-2024, précise que les crédits nécessaires vécus au BP 2023 seront inscrits au BP 2024 nature 6574, fonction 40, enveloppe 23 153. Merci, merci Gérald. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques concernant cette délibération? Jonathan Auvillers, peut-être en tant qu'adjoint aux affaires scolaires. Oui, merci Madame le maire. En effet, si cette convention et ces actions envers les écoles sont pilotées par le service des sports, j'en suis un peu concerné aussi. Et je voulais souligner les retours plus que positifs que nous avons de la part des différents enseignants sur la qualité de ces interventions. Et c'est vraiment un dispositif gagnant-gagnant, si vous me permettez l'expression, parce que ça permet à tous les élèves de cycle 2 et cycle 3 scolarisés sur Lunéville de découvrir une palette de sports bien différente, hein, parce que tu ne l'as pas cité Gérald, mais voilà, il y a du badminton, du hand, du foot, du karaté, enfin, et bien d'autres, du tennis. Enfin, c'est vraiment une palette bien différente et c'est vraiment une chance pour les enfants. Et c'est vrai que c'est encore une aide supplémentaire que la ville fait en direction des élèves. Et c'est aussi un soutien aux clubs et aux clubs qui ont des éducateurs formés, parce qu'il faut que tous les intervenants soient brevet d'État. Hein, c'est aussi un gage de qualité de ces interventions, et ça rentre aussi dans la politique gouvernementale de multiplier les activités sportives dans les écoles, les 45 minutes de sport par jour, et je pense qu'on peut que s'en féliciter. Ça apporte aussi également, c'est aussi un vivier de licenciés pour les associations. C'est pour ça que l'ensemble des partenaires sont gagnants-gagnants. Merci beaucoup. Merci Jonathan. Et justement là, ce que j'allais rajouter, mais Gérald l'a dit, mais sans micro, donc je vais le redire fort. On a un certain nombre d'entre nous autour de la table à faire des conseils d'administration et des associations sportives ou culturelles, mais là c'est entre autres le sport, et qui nous... Et c'est une manne financière pour ces associations, d'une part, et d'autre part, les enfants souvent découvrent un sport et après veulent le pratiquer. Alors une année, 2 années, plus longtemps, ça on ne sait pas, mais du moins ils y goûtent un peu plus longtemps qu'à l'école et c'est pas mal. C'est même plutôt très bien. Bien, je pense que là, donc on va voter. Donc qui est contre cette délibération, qui s'abstient, elle est votée à l'unanimité. Alors, propreté, je vais vous la présenter. En fait, il s'agit donc... alors, vous le savez très certainement, ou du moins, j'espère, ceux qui siègent à la communauté de communes, que la communauté de communes, dans le cadre de sa compétence assainissement, balaye, fait le nettoyage des rues, donc le balayage des caniveaux, sur toutes les communes de la communauté de communes, sauf celle de Lunéville. Donc, j'ai demandé à la communauté de communes qu'on ait, parce que nous, on est équipés. En plus, on fait beaucoup plus que 2 balayages par an. Donc, j'ai demandé, en travaillant avec la communauté de communes, qu'on ait une contrepartie financière au travail qui est effectué donc, par les agents de notre collectivité. Donc, ce qui est le cas
En fait, c'est le calcul, le montant donné sur la délibération et en fonction du nombre de kilomètres de voirie qui est nettoyé et en fonction du marché de prestations qu'a conclu la communauté de communes avec la société Colin. Donc en fait, c'est un prix au kilomètre qui nous répartissent en contrepartie de ce qu'ils pourraient faire 2 fois par an à l'Univille. Et le montant, je le vois plus sur 6 600 €. Voilà. Donc, je vous lis le projet de délibération. Donc, c'est le conseil municipal, après avis de sa commission développement et aménagement de la ville, approuve les modalités de collaboration entre la ville de Lunéville et la communauté de communes du territoire de Lunéville à Baccarat, concernant une compensation financière équivalente à la dépense que la CCTLB aurait réalisée sur les bases du marché en cours et autorise le maire à signer la convention correspondante d'une durée de 2 ans à compter du 1er janvier 2023. Donc, bien évidemment, et ça, c'est payé, si vous avez lu la convention, au 1er octobre de chaque année. Donc, il fallait qu'on délibère aujourd'hui. On sera payé le 20 octobre, au lieu d'être payé le 1er octobre cette année et l'année prochaine, pareil. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Non. Vous avez une question? Eh bien, levez la main. Eh bien, mettez votre micro, je vous donne la parole. Ah non, mais moi je me réjouis qu'on conserve des personnels municipaux pour balayer. Je note qu'au vu de l'état, je ne sais pas pour revenir en arrière, mais au vu de l'état du ramassage avec le tri incitatif, je pense qu'on aurait pu rester comme ça aurait été que mieux, forcément. On voit bien tout de suite qu'à partir du moment où on a des compétences et qu'on les garde au sein de la municipalité, ça marche bien. C'est vous qui venez de le dire, on passe plus souvent, on a du matériel, on a des gens compétents. Et là, je m'en réjouis. Il faut faire la même chose avec les poubelles. Écoutez, vous savez que les poubelles, comme vous dites, mais on appelle ça ordures ménagères, n'est pas une compétence ville, mais communauté de communes, donc débat dans une autre instance si vous voulez bien. D'autres remarques ou colibés? Non? Donc, qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Elle est votée à l'unanimité. La délibération suivante concerne la politique de la ville. Donc, je vais vous la présenter en l'absence de Colette Mansuy. Donc, il s'agit d'une convention de partenariat pour de cette année 23 à l'année 25. Je rappelle que la prévention spécialisée s'inscrit dans le cadre des actions de l'aide sociale à l'enfance, dont la responsabilité est assurée par le département de Meurthe-et-Moselle dans notre cas, que depuis quelques années, Jeunes et Cités interviennent dans nos 2 quartiers politiques de la ville. Jeunes et Cités, Frédéric Bréjard en a parlé tout à l'heure, et une jeune équipe dynamique et efficace dans le cadre de la prévention de la délinquance. Moi, je les ai particulièrement rencontrés cet été et je peux vous dire qu'ils font un travail formidable. Et donc là, c'est une convention de renouvellement qui permet donc de fixer les engagements communs, donc les engagements du département, les engagements de Jeunes et Cités, et puis bien évidemment de la ville. Pour être un peu plus clair et un peu plus pragmatique, je vous donnerai quelques exemples d'événements qui co-organisent ou qu'ils organisent. Il y a eu un tournoi de foot le premier week-end de juillet. Il y a eu une brocante organisée. Il y a, j'arrive plus à me relire, des désherbages dans le cimetière qui va être fait. On va en parler tout à l'heure pour que le cimetière soit le plus propre possible à la Toussaint. Il y a différentes choses qui sont faites pour d'encadrer des enfants, donc de 9 ans, mais jusqu'à des jeunes personnes jusqu'à 25 ans. Et voilà, moi je trouve qu'ils font vraiment un travail intéressant et ils sont de plus en plus reconnus d'ailleurs pour le travail qu'ils font.
Donc, ils sont situés dans le quartier, la maison des quartiers sud, je cherchais, sur le secteur Niederbronn-Zola. Pour le moment, ils n'ont pas d'espace encore dans le quartier ancien, mais on travaille avec l'OPH, parce que c'est l'OPH qui met à disposition le local, avec l'OPH pour qu'ils aient un local dans les meilleurs délais possibles. Alors, si ce n'est pas fin 2023, que ce soit début 2024. Donc, on est en train de travailler avec l'OPH dans ce domaine-là pour qu'ils puissent intervenir encore plus efficacement sur le quartier ancien. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques par rapport à cette délibération? Allez, si je vous donne la parole, monsieur. Merci, oui, pas de remarques spécifiquement sur cette délibération. Le travail de la prévention spécialisée est vraiment un travail essentiel, vous l'avez souligné, c'est très bien. Moi, je voulais revenir sur le point que vous évoquiez sur la question des locaux dans le centre-ville, dans le centre ancien. On voit qu'il y a quand même plusieurs associations sur Lunéville importantes qui expriment régulièrement des besoins liés à une implantation pour mener un projet d'utilité sociale au cœur de ces quartiers. Et moi, j'aimerais vraiment savoir, maintenant de manière plus précise, ce qui va être proposé, justement, non seulement pour la prévention spécialisée. Je pense qu'il y a voilà, des projets autour potentiellement pour les épis. On a des choses qui sont régulièrement sollicitées aussi par d'autres associations qui aimeraient investir le cœur de ville. Vous êtes dans une démarche de rénovation d'un certain nombre d'immeubles, particulièrement propriété de l'OPH dans l'actualité immédiate. Qu'en est-il d'une possibilité d'installation effectivement d'associations en pied d'immeuble dans les espaces du cœur de ville? Alors, Frédéric Gréjard est Oui. premier adjoint, mais il est surtout président de l'OPH. Donc, je lui donne la parole, puis après, je compléterai. Alors, oui, justement, à l'heure actuelle, on met à disposition un foyer dans lequel l'association qui était à l'heure actuelle souhaite peut-être en partir. Donc, on est vigilant, on est attentif et on pourra remettre éventuellement une demande associative en lieu et place de celle qui partirait. On a encore des locaux qui étaient disponibles rue Elisabeth Charlotte, mais qui avaient été mis à disposition en son temps à M. Couvreur, Ecoapart. Voilà. Et dès l'instant où on a des logements qu'on ait des logements qui puissent permettre cette activité, on n'hésite pas à discuter avec les associations qui seraient en demande. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. Évidemment, on a, comme vous le savez, des travaux conséquents qui se déroulent dans le centre ancien. Et on pourra faire à un moment un état des lieux de ce qui est disponible pour justement les mettre à disposition, moyennant certaines conditions, à des associations qui en feraient la demande. Merci Frédéric. Moi, je rajouterais qu'on fait beaucoup en donnant des locaux, que ce soit la ville ou l'OPH, en donnant du matériel, en chauffant. Je vous parlais des épis, c'est un bel exemple, et c'est pas très loin, place des Carmes par rapport au centre ancien. Et je rappelle aussi, et ça est noté dans le haut du document que vous avez, c'est la prévention spécialisée s'inscrit dans le cadre des actions de l'aide sociale à l'enfance dont la responsabilité est assurée par les conseils départementaux. Donc nous, on est là en appui, mais on n'est pas là pour assurer cette compétence qui n'est pas la nôtre. Mais on est là en appui et on est bien là en appui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et concernant votre question, j'allais l'oublier, mais de la commission des finances, il y a effectivement une erreur sur le document. Vous savez, c'est le paragraphe 5.1 de tête. Donc, c'est un chef de service à hauteur de 0,33 ETP, 3 éducateurs spécialisés de prévention spécialisés, représentant 3 ETP, un appui, etc. Donc, c'est ça. Et on a l'organigramme. Le département est au courant, mais ils n'ont pas corrigé avant de signer. Donc, moi, je signerai en corrigeant, bien évidemment.
Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions? Non. Donc, qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Elle est votée à l'unanimité. La délibération suivante concerne toujours la politique de la ville. Et bien là, tout simplement, c'est comme quoi on participe, hein, en plus, hein, à un versement de subvention, donc pour Jeunicité, de 1 500 €, donc en lien avec la mission locale, pour faire ce que je vous disais tout à l'heure en exemple, quelques journées d'action de nettoyage du cimetière avant les fêtes de la Toussaint. Donc, le conseil municipal, après avis de sa commission des finances, autorise le versement d'une subvention municipale exceptionnelle de 1 500 € à l'association Jeunes et Cité. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Non. Donc, qui est contre, qui s'abstient? Cette délibération est votée à l'unanimité. Ensuite, c'est politique de la ville, mais comme ça concerne le dispositif de réussite éducative, je vais donner la parole à Jonathan Auvillers. Merci Madame le maire. Portée par le dispositif de réussite éducative, l'action Graines de maternelle consiste à accompagner la scolarisation des enfants de moins de 3 ans à travers un accueil spécifique dans les écoles maternelles de l'Union. Le dispositif Graines de maternelle est une classe passerelle qui propose un accueil spécifique des enfants âgés de 2 ans révolus dans 4 écoles maternelles de la commune de Lunéville. À hauteur d'une matinée par semaine et en présence des parents, ce dispositif permet une entrée progressive et adaptée en maternelle pour se familiariser avec l'univers de l'école. Des petits groupes parents-enfants sont accueillis par un binôme composé d'une enseignante et d'une éducatrice de jeunes enfants. Le budget prévisionnel de cette action est de 25 300 €. Afin de soutenir cette action, le service politique de la ville propose d'accorder à l'action Graines de maternelle une subvention exceptionnelle d'un montant de 500 €, étant entendu que cette somme sera versée au CCAS chargé de la mise en œuvre du dispositif de réussite éducative au niveau local. Vous allez me dire pourquoi cette subvention? Tout simplement, entre 2022 et 2023, le salaire de l'EJE, l'éducatrice jeune enfant, qui assure le bon fonctionnement du dispositif, a augmenté de 17%, soit quasiment 5 000 €. En fait, ils sont sur les grilles indiciaires concernés par le Ségur de la santé, et donc il y a eu une revalorisation salariale importante de 17%. Pour faire face à cette dépense supplémentaire, tous les financeurs du dispositif ont été sollicités. La CAF de Meurthe-et-Moselle a augmenté sa participation de 17 €, le montant de l'augmentation de 17%. Excusez-moi, oui, tout à fait, parce que ça fait 2 789 € de plus. Le CD54 a augmenté, pas tout à fait à hauteur de l'augmentation du salaire, mais quand même de 11%, soit 300 €. Le CCS, lui, a augmenté sa participation de 35%, soit 2 841 €. Seul l'État, par le biais du contrat de ville, a maintenu son financement à hauteur de 2 500 €. En fait, c'est les seuls partenaires de ce dispositif-là, l'État, qui n'a pas souhaité augmenter sa participation et suivre l'évolution salariale de notre éducatrice jeune enfant. C'est pour ça, comme il manquait 500 €, que le service politique de la ville propose ce soir une subvention exceptionnelle du même montant que le manque pour équilibrer le budget. Le projet de délibération, le conseil municipal, après avis de sa commission des finances, autorise le versement d'une subvention municipale de 500 € au Centre communal d'action sociale afin de participer au financement de l'action Graines de maternelle. Alors, juste en complément, ces 4 écoles, comme il est écrit dans les attendus de la délibération, il y a 10 places pour les enfants de 2 à 3 ans dans ces 4 écoles. Donc, c'est 40 enfants qui sont accueillis dans cette préscolarisation et c'est un dispositif qui fait le plein chaque année. Voilà. Je vous remercie. Merci Jonathan. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques par rapport à cette délibération? Non. Moi, je voudrais quand même insister, parce qu'une graine de maternelle, c'est quelque chose d'important pour les petits. C'est le premier contact avec l'école et c'est pour ça que la ville le soutient. Parce que tu l'as rappelé, et c'est important, hein, on ajoute, parce que le CCAS, je vous rappelle que c'est la ville, c'est une subvention de la ville, hein, donc c'est la ville, on rajoute 3 341 € pour maintenir Graines de maternelle
pour surtout correspondre à l'augmentation du Ségur, ce que la personne a droit, hein, je ne reviens pas là-dessus. Je rappelle que l'État nous impose une augmentation de 17% et que l'État ne met pas 1 euro de plus aux années précédentes. Donc ça, je me permets d'insister parce que c'est quelque chose quand même d'assez exceptionnel. Donc on n'a pas voté, donc qui est contre cette délibération, qui s'abstient, cette délibération est votée à l'unanimité. Affaires générales, donc je vais le faire, donc c'est l'adhésion à Meurthe-et-Moselle Développement 54. Donc, en fait, on va changer d'outil informatique concernant toutes les commissions, tous les conseils municipaux, et on va utiliser un nouveau outil de dématérialisation, comme on appelle ça. Un outil qui va coûter moins cher à la commune, de l'ordre d'un peu plus de la moitié moins cher, même 3 fois d'ailleurs. La solution qu'on va avoir va être de l'ordre de 6 000 euros et la solution qu'on avait va être de l'ordre de 18 000 euros, donc 3 fois moins cher. Pour les adjoints qui signent les documents électroniques, ça va être un nouveau parapheur électronique, et pour vous qui allez en conseil, vous allez pouvoir, on va plus être obligé de répondre par mail, je viens pas, je donne mon pouvoir à un tel ou un tel, tout va se faire automatiquement, comme ça se passe aujourd'hui à la communauté de communes, au PETR, au département d'ailleurs, ce genre de choses. La cotisation annuelle, c'est 200 euros et on a une action, je crois, de l'ordre de 15 euros. Donc, le projet de délibération, c'est décide d'adhérer à Meurthe-et-Moselle Développement 54, approuve ses statuts, désigne Mme Catherine Paillard comme son représentant titulaire à MD 54 et M. Frédéric Bréjard en tant que représentant suppléant, précise que la cotisation annuelle s'élève à 200 euros à ce jour, donc à 200 euros annuels, autorise Mme le maire à signer les marchés de prestations formalisant les accompagnements de la MDD. Et normalement, soyez attentifs parce que le prochain conseil municipal devrait déjà démarrer avec ce nouveau logiciel. Qui est contre cette délibération, qui s'abstient, elle est votée à l'unanimité. La délibération suivante est la dernière. Il s'agit donc de la cession du foyer des Maisonnettes. Il y a un an pile, hein, on parlait de la crise des fluides. Je vous avais expliqué qu'on avait beaucoup de bâtiments publics qui coûtaient extrêmement cher en énergie et à entretenir globalement, pas que l'énergie. Le foyer des Maisonnettes, il y avait 2 associations qu'on a regroupées à la maison des associations. Le foyer des Maisonnettes, en plus de l'entretien, nous coûtait 4 500 euros par an de fluide. Donc, on a proposé aux 2 associations de les reloger. Ça s'est bien passé. On a fait plutôt bien d'ailleurs. Les associations étaient vraiment conciliantes par rapport à ça. Une annonce a été publiée sur le site Le Bon Coin le 22 juin 2023. On a eu 2 propositions. Bien évidemment, on a fait estimer 42 000 euros. On a eu 2 propositions, une à 40 000 euros, une à 50 000 euros. Et bien évidemment, on a gardé la proposition de 50 000 euros. Donc, le conseil municipal, après avis de sa commission finance, autorise la vente de la maison 6, 45 rue des Maisonnettes, cadastrée section AZ 245, au profit de monsieur et madame Cybèle et Mickaël Ildirim, domiciliés 12 bis rue J'aimerais du Val à Lunéville, au prix net vendeur de 50 000 euros. Fait le choix de la SCP Ulrich de Gorcherbeck, notaire à Lunéville, pour représenter la commune et établir tous les documents nécessaires à la réalisation de cette vente. Autorise Madame le maire à signer tout document relatif à cette affaire. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à sa délibération, Monsieur Valois? Pas une question, mais une explication de vote. Depuis le début du mandat, on voit très régulièrement tous les deux conseils municipaux quasiment de la vente de biens immobiliers appartenant à la ville de Lunéville. Nous interrogeons vraiment sur votre stratégie de gestion du patrimoine. Nous demandons même ce qui va rester dans le patrimoine municipal à la fin du mandat. Donc, comme nous l'avons fait sur d'autres des délibérations, nous voterons contre cette vente. Il nous semble que même sur la problématique énergétique, ce n'est pas un argument. On aurait très bien pu imaginer une rénovation pour la mise en location de ce bien si vous aviez l'intention d'avoir
des revenus parce que vous considériez que la vie associative ne méritait pas voilà, de disposer de cette potentialité, eh ben, vous auriez très bien pu rester sur une logique de mise en location d'un logement, comme c'est le cas à d'autres endroits. Donc, voilà, nous voterons contre cette délibération. Alors, juste, donc déjà, on ne délaisse pas les associations, je ne peux pas vous laisser dire ça, vu qu'on les a tous relogés, et plutôt mieux que dans la maison des maisonnettes. Je regarde et Christian Flavenot et Michel Boeuf qui connaissent bien cet endroit. On voit que vous ne connaissez pas cet endroit parce que quand vous parlez de logement, c'était absolument pas envisageable. Là, on était pratiquement dans l'indécent. Donc, voilà, c'est un choix. En même temps, vous connaissez effectivement pas le patrimoine de la ville, vu que, rassurez-vous, il y a encore beaucoup de patrimoine dans la ville de Lunéville. Et justement, il y en a peut-être un peu trop, parce que si aujourd'hui on arrive à faire un certain nombre d'investissements, on y reverra les 2 mois prochains, à avoir baissé le taux des impôts, à continuer à soutenir les associations, c'est peut-être aussi parce que l'équipe municipale, la majorité municipale du moins, gère particulièrement bien les finances de notre collectivité. Michel, tu veux rajouter? Mais vas-y, tu connaissais bien les lieux, donc. Merci Madame le maire. Juste une précision sur les maisonnettes. C'est que la salle des maisonnettes, plutôt la maison entière, comme il y avait 2 étages, il y a énormément de travaux à faire. Je peux vous les lire. Hein. Il y a la toiture à refaire, les volets, les fenêtres, parce qu'elles ne sont pas à double vitrage, il n'y a rien. Les façades très humides, mais qui rentrent à l'intérieur. Refaire tous les toilettes, parce que les toilettes sont dehors, non pas à l'intérieur. Il faut les dehors pour les faire les besoins que vous avez envie. Et il y a énormément de travaux. Les escaliers sont impraticables pour monter quelqu'un en haut, c'est trop petit, voilà, il n'y a pas de place. C'est énormément, c'est un gouffre. Exactement, le mot, c'est un gouffre. Donc, refaire des travaux là, ça coûterait une fortune. Voilà, c'est tout. Bien, merci d'avoir redécrit ce bâtiment. Madame Di Marino. Juste une observation, si j'entends bien, c'est à la limite de l'insalubrité, ce qui veut dire que c'est quelque chose qui n'a pas été entretenu depuis des années, qui est la propriété Non. de la majorité municipale. Voilà, je ne peux pas vous laisser dire ça. Vous sautez sur l'occasion, ça ne veut pas dire que c'est pas pratique et vieillissant, que c'est insalubre, et en sachant que c'est pas une habitation, sauf que c'était pas une habitation, vu que c'était quelques associations qui venaient dedans. Bien, donc on va voter. Donc qui est contre? Alors, Monsieur Valois et son équipe, et j'imagine les pouvoirs, hein, qui s'abstient. Cette délibération est votée à l'unanimité. À la majorité, c'était trop beau depuis le début du Conseil. Je vous rappelle juste que dimanche, la ville de Lunéville organise Octobre Rose. Donc, pour que le bénéfice sera pour la lutte contre la recherche du cancer, pour la recherche du cancer. C'est la recette, pas les bénéfices. Oui, la recette, tout à fait, parce que du coup, on a des sponsors, la ville participe, etc. Donc, la recette totale sera pour la recherche contre le cancer. Que vous pouvez vous inscrire encore demain au service des sports et à partir de dimanche sur place. Donc soit pour marcher, soit pour courir, et puis également pour faire l'entraînement à 13h30, l'assouplissement, on va dire, hein, ça s'appelle comme ça, l'assouplissement sportif, l'échauffement. Merci. Donc en espérant que dimanche le temps soit clément et que tout le monde, un maximum de personnes puissent participer. C'est 5 €, je crois. Minimum 5 €. Vous avez minimum 5 €. Vous avez en contrepartie un t-shirt et vous allez marcher une boisson et un fruit. Parfait. Eh bien, écoutez, je vous dis à dimanche. Bonne soirée à tous et à tous.